Grand format, une émission culturelle et religieuse. Bonjour, vous êtes sur votre radio chrétienne pour écouter votre émission Grand format. Aujourd'hui, une conférence organisée le 7 avril 2025 par les bâtisseurs. Maxime Pollack, nommé récemment président de la nouvelle commission du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, diplômé d'HEC à Lille, entrepreneur, quadragénaire, marié et père de 3 enfants. Après des années dans l'informatique, il crée en 2019 la société Eloi, du nom du saint patron des agriculteurs. Son but ? Relier les cédants sans repreneurs avec une nouvelle génération, non issue du milieu agricole, mais porteuse de projets en agroécologie et désireuse de pratiques vertueuses. Face à la souffrance des agriculteurs futurs retraités sans successeur et à les difficultés des jeunes à s'installer, Eloi propose des solutions de transmission pour donner une nouvelle vie aux exploitations. Nous l'écoutons. Bonsoir, très heureux. Oui, je vais vous parler un petit peu de mon parcours et puis aussi venir à un élément qui est important que je porte aussi en ce moment à travers mes engagements aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, qui sont de comprendre quelles sont les racines spirituelles de la crise environnementale et sociale et de s'arrêter un petit peu là-dessus pour chacun se poser la question de profondément, spirituellement, comment est-ce qu'on peut répondre aux besoins fondamentaux de nos âmes. Mais ça, c'est un petit teaser, parce qu'avant d'arriver là, moi j'ai 45 ans, je suis papa de 3 petites filles, 2 jumelles de 9 ans, et la petite dernière, Faustine, qui a 7 ans, et qui est porteuse d'un handicap, donc j'y reviendrai, parce que ça a été important dans ma vie et dans ma mise en mouvement. Je suis donc entrepreneur depuis que je suis sorti de l'école, c'est-à-dire il y a un certain temps maintenant. Je suis ingénieur généraliste de formation et j'ai toujours voulu entreprendre, créer des entreprises, mais pas toujours pour les mêmes raisons, quoi. À l'origine, ça m'intéressait, bien sûr, le côté entrepreneur créatif, mais aussi ça m'intéressait de gagner de l'argent, quoi. Et ça, c'était un truc qui me faisait vibrer quand j'étais jeune. Et c'est l'une des raisons qui m'a poussé à me lancer. Puis ensuite, j'ai un peu cheminé, mais voilà, je suis resté près de 20 ans dans l'informatique et l'édition de logiciels, du fait de mon frère qui est informaticien. C'est comme ça que je m'y suis lancé. Et au bout d'un certain temps dans ce secteur, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. J'ai eu une prise de conscience et une reconversion, on va dire, parce que j'avais une belle foi d'enfant, mais que j'avais complètement lâché pendant 20 ans. Voilà, donc je me suis reconverti progressivement, en passant par une phase de questionnement philosophique, développement personnel et tout, et puis avant d'arriver à rencontrer ma femme, qui a quand même eu un impact un peu important, puisque le soir on s'est rencontrés, elle m'a proposé de la rejoindre un parcours alpha. Voilà. Et donc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais c'est pour les gens un peu loin de la foi comme moi à l'époque, quoi. Et donc, voilà, comme j'avais envie de la revoir, j'avais pas trop le choix. J'y suis allé. Et j'y suis allé en me disant, dans ma recherche un peu philosophique, pourquoi pas aller là comme j'aurais pu aller ailleurs. Et de cette petite mise en mouvement assez timide, j'ai vécu en fait un petit bouleversement spirituel à travers un rêve que j'ai fait, où quelqu'un me disait, certains font confiance à Jésus, et à l'évocation du nom de Jésus, j'ai senti en moi une paix absolument totale, que j'ai jamais revécue depuis, une paix absolument divine, en fait, on pourrait dire, un lâcher-prise total que je n'avais jamais ressenti. Et j'ai compris que c'est cette forme de paix qu'on ressentira au paradis quand on verra Dieu. Moi, je me suis dit ça dans mon rêve, et puis en me réveillant, ça m'a un petit peu marqué.
Donc après, c'était un rêve, donc on peut toujours se dire que voilà, on rêve plein de trucs, hein, effrayants ou bien, mais bon. Mais là, en fait, j'ai accepté de me dire que ça m'avait déplacé et de me jeter à l'eau et d'entretenir cette petite flamme là pour la faire grandir. Donc ça a été première mise en mouvement, un petit peu après la rencontre de ma femme. Ensuite, il y a eu une phase de questionnement sur comment j'allais relancer une autre entreprise, puisque j'avais vendu ma boîte. J'étais toujours président de la structure, mais ça avait moins de sens. Et puis, je faisais de l'informatique. Je commençais à chercher à avoir plus de sens et d'impact dans ma vie. J'ai lu Laudato Si en 2015, quand c'est sorti. Voilà, j'ai trouvé ça très bien que l'Église s'empare de ces sujets. Maintenant, ça peut paraître évident, mais à l'époque, c'était un peu nouveau, quoi, révolutionnaire. Et à la suite de ça, je me suis dit, j'ai cherché un peu les secteurs d'activité dans lesquels je pouvais m'engager. Et l'agriculture est arrivée un petit peu par hasard, au milieu d'autres secteurs que j'étudiais. Je regardais l'énergie, je regardais plein de trucs. Mais l'agriculture, ça m'a semblé absolument fascinant comme secteur, de fait de l'impact massif qu'on peut avoir sur plein de sujets à travers l'agriculture, et notamment la capacité, on dit, régénératrice de l'agriculture, c'est-à-dire au-delà de vouloir limiter les émissions ou les impacts ou la destruction, on peut carrément régénérer la terre en captant du carbone dans les sols, en régénérant la biodiversité à travers, je sais pas, la plantation de haies, etc. Donc en fait, on a une interaction directe avec le vivant qui permet d'espérer et d'imaginer un impact absolument massif sur l'écologie, et puis aussi social et sociétal, parce qu'il y a les agriculteurs qu'il faut aider, et c'est pas forcément simple tous les jours, on le sait, que ce soit ceux qui... Enfin, je reviendrai sur ce qu'on fait, mais enfin voilà, et puis l'impact santé, l'impact souveraineté, enfin voilà, pour moi l'agriculture c'est absolument central. Donc ça m'a passionné et je me suis lancé sans rien connaître à l'agriculture. Mais avant ça, en fait, il y avait eu l'arrivée de notre fille, donc Faustine. Donc on était nous parents de deux petites filles jumelles, tout allait très bien, notre vie d'entrepreneur bien confortable et tout. Et voilà. Et on a un peu prié Dieu quand même parce qu'on se disait qu'on n'en faisait pas assez, quoi. Donc on se disait avec Marie, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? On est bien confort, voilà. Et voilà. Et donc c'est là qu'on s'est dit qu'on aurait pu la fermer après coup, puisque on a eu Faustine. Et en fait, Faustine, elle est née sans problème apparent. Et à 9 mois, elle a fait une crise d'épilepsie. En fait, elle a perdu connaissance. On a cru qu'on allait la perdre, en fait. C'était une crise d'épilepsie. On nous a dit que c'était le diagnostic, que c'était le symptôme d'autre chose. Donc, on a lancé des analyses pour comprendre, génétique. Ça a pris 6 mois. Et à la suite de ça, on a pu diagnostiquer qu'elle était atteinte d'un syndrome qui s'appelle DUP15Q, qui est une anomalie génétique sur le chromosome 15, qui est assez rare. Il y a peut-être une trentaine, quarantaine de familles touchées en France. Donc c'est connu, mais c'est pas très courant. Et quand on a appris ça, même si on le sentait un petit peu venir, parce qu'on voyait que Faustine, il y avait des petits trucs qui n'allaient pas, le sol il s'est dérobé sous nos pieds en fait, hein. On s'est vraiment pris ça frontalement, mais il y avait notre foi déjà, il y avait notre foi, il y avait nos familles, et en fait ça a bouleversé, chamboulé plein de trucs chez nous, mais ça a assez vite finalement laissé entrevoir que dans cette épreuve il y avait des trésors d'amour et d'humanité à trouver et à aller chercher. Et donc on a fait en quelques jours, quelques semaines, on a fait 10 ans de philosophie. Et donc c'est le soir du diagnostic. Donc il y a la crise d'épilepsie, il y a les 6 mois d'analyse, et puis ensuite ils nous convoquent à l'hôpital pour nous dire ce qu'elle a. Et le soir du diagnostic, je me lève dans la nuit pour écrire le business plan de ma future entreprise, Éloi. Éloi, comme le saint patron des agriculteurs. Donc moi, j'étais tout content de moi. Le lendemain matin, comme ceux qui ont entendu l'audio ont dû l'entendre, enfin, je raconte pour les autres.
Quand Marie, ma femme, se lève et qu'elle me voit en caleçon à la table de la cuisine avec 10 cafés et que je lui annonce triomphalement que je quitte l'informatique pour me lancer dans l'agriculture, elle fait un peu la gueule sur le coup, puisque la veille, on a eu le diagnostic, donc elle est plus en train de se demander comment on va gérer que en train de se dire tiens, on va lancer une autre boîte, quoi. Mais moi, j'ai pas réagi pareil, et c'est vrai que c'est pas facile d'ailleurs dans le couple quand on réagit pas pareil face au handicap, mais c'est classique. Chacun son chemin, et moi j'ai eu besoin d'agir et de me mettre en mouvement. Mais pas n'importe comment, enfin on pourrait dire je me suis un peu noyé sous le travail, non, je pense qu'il y avait aussi, à travers cette épreuve, on s'est reconnecté en fait à la vulnérabilité et à la fragilité, et donc à l'envie d'agir pour les personnes fragiles. Moi j'ai eu le sentiment assez vite que ça y est, je faisais partie du club des personnes vulnérables à travers ma fille. Et avant ça, j'étais empathique pour les personnes vulnérables et j'avais envie de les aider, mais je n'avais pas le sentiment de faire partie de ce club-là. Faustine, elle nous a reconnectés à notre propre vulnérabilité. Donc maintenant, je me sens vachement moins puissant qu'avant, quoi. Quand j'étais jeune entrepreneur, successful, il y avait quelque chose d'inconscient peut-être, mais enfin de sentiment de toute puissance et de capacité de capacité à contrôler ma vie. Illusion qu'on se donne souvent en la remplissant de projets, en la remplissant pour se dire voilà, je contrôle. Et l'arrivée de Faustine, en fait, on comprend qu'on ne contrôle rien, en fait, et qu'il faut vivre au jour le jour, et qu'on est nous-mêmes aussi très vulnérables, et que du jour au lendemain, on peut basculer dans cette vulnérabilité, puis qu'on finira tous vulnérables. Et donc, on l'est déjà quelque part. Voilà. Et donc tout ça m'a reconnecté profondément, en fait. C'est pour vous dire que ce petit cheminement-là, c'est un truc intérieur qui se passe, il se passe plein de choses. Et donc, oui, donc pour moi, c'était la suite logique de me mettre au service des personnes vulnérables et fragiles, comme dit Pape François dans Laudato Si. Les premières victimes de la crise environnementale et sociale sont les personnes les plus fragiles et les plus vulnérables. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. Mais c'est bien sûr le cas demain dans une société où tout s'effondre. Enfin, en fait, on voit bien que l'humanité d'une société, elle se mesure à la place qui est faite aux plus fragiles. Et on voit bien aussi que quand les choses vont mal, c'est pas le moment où, généralement, on prend le mieux soin des personnes les plus fragiles. Et donc, si on n'est pas là pour essayer de changer les choses, en fait, demain, ma fille, elle sera pas prise, elle sera certainement pas bien traitée ou moins bien que si le monde va bien. Voilà. Donc, un peu égoïste là, voilà, mais c'est pour dire les ressorts intérieurs un peu profonds qui m'ont amené à vouloir bouger. Donc ça, c'est 2019. Et donc je crée Éloi sur une idée que dans le monde agricole, alors j'ai regardé un film, vous avez peut-être vu, j'ai regardé Demain. Vous avez vu Demain? Non? Bon, ça date un peu maintenant. Hein. Mais c'est un film où je crois que c'est Mélanie Laurent qui se promène un peu dans le monde et qui va chercher des initiatives inspirantes de projets que font les gens, les citoyens, parfois des entreprises. Et dans Demain, il y a une ferme de permaculture qui est la ferme du Bec et Loin, où je me suis dit, un peu naïvement, mais bon, pour y revenir, que c'était génial. Et ils expliquent qu'ils font pousser des légumes, que ça marche super bien, et qu'ils le font en régénératif, et qu'on peut faire ça partout. Et moi, j'ai lu les livres de Charles Avégruyer, qui est le fondateur de la ferme du Bec et Loin. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire. Et il y a une idée dans un de ses livres qui est de dire, mais en fait, il faudrait faire vivre plusieurs fermes les unes à côté des autres, parce qu'en fait, l'élevage, le maraîchage, tout ça est complémentaire, synergique. Et donc, si on va créer ces sortes alors ce qu'on a appelé nous après des grappes de ferme, c'est-à-dire on va reprendre des exploitations de grande taille, on va les diviser en plusieurs projets complémentaires et on va installer dessus ces grappes de ferme où il y aura plusieurs porteurs de projets complémentaires qui vont créer des synergies, qui vont s'entraider, et on va permettre de répondre à un enjeu que les fermes françaises soient reprises à l'installation, on va installer plus de monde et on va réussir la transition.
Donc ça, c'est l'idée de départ, et qui était bien. Hein. Il y a des investisseurs qui m'ont suivi là-dessus, donc voilà, je ne renie pas, c'est juste qu'ensuite, le chemin d'entrepreneuriat, c'est de savoir, c'est de faire preuve d'humilité, de savoir s'adapter quand on constate que c'est compliqué. Et en fait, ça a été compliqué. Ça a été compliqué de dérouler ce modèle pour plein de raisons. Mais enfin bon, globalement, je vous la fais courte. Organiser un projet de transmission de ferme dans lequel vous prenez une ferme, vous la découpez, vous installez plusieurs personnes qui doivent s'entendre entre elles, être synchronisées, obtenir les financements, etc. C'est très très compliqué. Donc, au début, on s'est dit qu'il fallait prototyper notre truc. On a raté 2 protos d'affilée. Ça nous a pris quasiment 2 ans. Donc, ensuite, on s'est dit, bon, faut peut-être qu'on fasse autrement. Donc, on s'est dit, bon, on va faire... Entre-temps, on avait quand même découvert que cette idée qu'il fallait absolument reconfigurer les fermes pour qu'elles soient reprises était une idée un petit peu à côté de la plaque, dans le sens où, en fait... à un moment donné, on avait commencé, nous, à bien communiquer en digital autour de ce qu'on faisait, etc. On voyait qu'il y en avait beaucoup de repreneurs qui se manifestaient. Et à un moment donné, il y a un éleveur en bovin-lait qui nous a dit « Mais moi, je vous confie mon truc parce que je crois que vous défendez mes valeurs et tout. » C'était un agriculteur bio qui voulait que sa ferme soit reprise en bio à l'élevage et tout. Et on lui a trouvé un preneur en 2 temps 3 mouvements, en diffusant le truc sur nos réseaux sociaux et tout. Et donc, on a commencé à comprendre qu'en fait, c'était pas tant une question de vouloir à tout prix reconfigurer les fermes, mais une question de bien communiquer différemment de ce que fait l'écosystème agricole aujourd'hui. Et donc, on a basculé un peu le modèle en se disant, en fait, on va faire la reprise des fermes entre guillemets telles qu'elles sont, on les emmènera toutes vers la transition, vers des pratiques plus durables, mais il n'y a pas besoin de les découper, quoi. En fait, elles sont comme elles sont, on les reprend, on fait de la transition des pratiques, et on installe 1, 2 personnes, 3 peut-être, mais en fait, qui peuvent être en GAEC, dans les modèles d'associations classiques agricoles, ou pas, juste un couple qui s'installe, ou même parfois une personne seule. C'est pas grave tant qu'ils reprennent les fermes et tant qu'ils vont vers la transition, et on s'est rendu compte que on savait très bien le faire, et aujourd'hui c'est toujours ce que fait Éloi, donc on est passé à l'échelle, on est 25 personnes maintenant, on a levé des fonds pour réussir à lancer la boîte, et l'année dernière on a transmis à peu près 40 fermes, donc ça commence un petit peu à sortir des chiffres intéressants, mais c'est très long. En fait, le monde agricole est très long, surtout quand on vient du monde de la tech, parce qu'il faut 2 ans pour une ferme à être transmise. Donc en fait, tout l'écosystème agricole est très long. Les notaires, les SAFER, les champs d'agriculture, tout le monde. En fait, personne n'a d'intérêt à ce que les choses aillent très vite. Et c'est un peu dans les usages et dans la façon de faire, les banques, que tout le monde prend un peu son temps et que c'est pas grave. Voilà. Donc nous, on était très pressés, mais bon, c'est comme ça. On s'est fait une raison maintenant. On a appris à s'adapter dans notre... on s'est fait une raison, quoi. Mais bon, quand on embauche 10 personnes en 2023, en fait, on ne verra le premier euro de chiffre d'affaires qu'en 2025. C'est-à-dire qu'il faut 2 ans entre le moment où on embauche quelqu'un sur un territoire, on lui confie des projets de transmission, puisque nous ne sommes rémunérés qu'au succès à la transaction réalisée. Ce qui est très bien, mais ce qui est très long. Voilà. Donc, pour ça, il a fallu se financer. Et ce qui est chouette quand même, c'est que, bon, d'une part, on commence à y arriver, donc on devrait faire une centaine de fermes cette année. Je pense que notre ambition de faire 1000 fermes par an, qui était le projet de départ, où tout le monde nous regardait en rigolant, il n'est pas si inaccessible que ça. Enfin, je pense qu'on y arrivera. Moi, je suis toujours convaincu qu'on y arrivera. Ouais, on n'aurait pas existé, on ne se serait pas créé, on ne se serait pas développé si on n'avait pas eu notre ambition d'impact. Voilà. Aujourd'hui, on dit beaucoup que l'écologie c'est compliqué, que tout le monde fait machine arrière, qu'il y a un retour de bâton, mais enfin n'empêche que, je sais pas, moi, nous, on serait pas là. Et il y a encore quelques mois, il y a un investisseur qui nous a... donc nous, notre originalité, c'est qu'il y a des entreprises qui financent Éloi, qui disent, moi, ton truc me plaît, des entreprises de la tech, là, je vais parler même à des vendeurs de voitures, qui disent, moi, je fais un truc qui n'a pas tellement d'impact et de sens, mais je suis d'accord pour te financer, parce que j'ai envie qu'une partie de notre bénéfice aille financer du régénératif, et je peux le faire qu'à travers le vivant, donc je peux le faire à travers toi, donc je vous finance. Donc Éloi n'existerait pas, n'existerait plus, ne pourrait pas agir si on n'était pas une société à impact et à mission. Voilà. Donc s'il y en a parmi vous qui veulent être entrepreneurs, je ne sais pas si c'est le cas, mais enfin c'est une manière de faire bouger le monde, c'est pas la seule, sachez quand même que aujourd'hui il y a plein d'investisseurs qui
sont motivés par ça, notamment beaucoup de business angels, des anciens entrepreneurs qui ont vendu leur boîte, qui ont quelques millions à placer et tout, qui sont hyper motivés par l'idée d'avoir de l'impact avec l'argent qu'ils ont gagné. Certains chrétiens notamment, enfin que je connais, qui ont investi chez nous, qui sont très motivés à l'idée de faire bouger les choses pour un monde meilleur. Donc c'est possible aujourd'hui, et je dirais même, encore une fois, qu'on n'existerait pas sans ça. Donc peut-être, si vous avez des questions sur Éloi, le monde agricole, on peut peut-être faire un petit break avant de passer à la suite. Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez Grand Format. Aujourd'hui, une conférence enregistrée le 7 avril 2025. Maxime Pollack est informaticien et entrepreneur. Il a fondé Éloi, une entreprise qui facilite la transmission des fermes à une nouvelle génération d'agriculteurs en agroécologie. Ouais. Comment vous faites évoluer les fermes en fait? Quand les gens reprennent la ferme, qu'est-ce qui change après derrière? Mais en fait, le truc, c'est que c'est le projet du jeune. Donc en fait, nous ce qu'on fait, c'est qu'on installe des jeunes qui reprennent la ferme. On leur fait signer une charte agroécologique où ils s'engagent à aller vers des pratiques. C'est eux qui décident ce qu'ils vont faire. On demande à ce qu'il y ait un certain nombre de critères. Maintenant, c'est une charte morale. Il y a pas on ne peut pas imposer à quelqu'un et on ne pourra pas aller le contrôler dans le futur. Il est chez lui. Ensuite, nous, une fois que la ferme est vendue, en fait, il s'est installé, il est chez lui. Et donc, on prend des jeunes de bonne volonté qui ont envie d'aller vers ces pratiques et on les aide à s'installer. En fait, ça s'arrête là. Et ensuite, on fait confiance aux gens. L'autre truc quand même, c'est que on a construit au fur et à mesure une équipe qui est dédiée à mettre en relation les futurs agriculteurs à la phase où ils construisent leur projet, avec un certain nombre d'acteurs qui peuvent les aider à se financer, les aider dans leur distribution, leur transformation, la transition de leur ferme. Donc, on va faire une sorte de UFC que choisir de l'agriculteur qui a besoin en fait de choisir rapidement quand il s'installe des solutions adaptées à son projet pour maximiser ses chances de succès économique, parce que de toute façon déjà en il faut quand même qu'ils vivent quoi, mais aussi ses chances de transition. Voilà. Donc on n'a pas, l'agriculture française est très diverse, les fermes sont très diverses. Vraiment, on ne peut pas plaquer de toute façon une forme d'agriculture partout. Ça ne marche pas dans les territoires, ça ne marche pas vis-à-vis des consommateurs, ça ne marche pas vis-à-vis de la diversité des fermes et puis de la diversité des personnes qui pilotent ces fermes. Parce que si je veux faire de la transfo, de la distribution, il faut être bon commercial, il faut connaître plusieurs métiers. Et j'ai peut-être pas toutes ces compétences-là, par exemple. Enfin, voilà, il y a certains qui arrivent très bien dans certains secteurs, d'autres non. Donc en fait, tout ça doit être assez adaptable. J'ai une question peut-être un peu plus technique, mais vous achetez la ferme, vous la revendez, c'est ça, 2 ans après à un nouvel acquéreur, ou vous trouvez juste l'acquéreur, ouais. C'est ça. Mais donc pendant les 2 ans, il y a toujours la ferme qui est gérée. Je me demandais ce qu'elle devenait pendant 2 ans, mais j'ai ma réponse. Oui, c'était le modèle initial où on achetait pour revendre. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. On a lâché complètement ce modèle. On avait construit une foncière et tout qu'on avait financé pour acheter et revendre. On a fermé cette partie-là de la structure. Et aujourd'hui, c'est entre guillemets beaucoup plus basique a priori, hein, parce que en fait, c'est un modèle d'agent immobilier. Ou de FUSAC, parce que c'est des entreprises qui sont vendues. Mais bon, c'est relativement classique sur le modèle. La manière de l'opérer dans le monde agricole, elle est assez révolutionnaire. Voilà, sur le fait qu'on ait construit une communauté avec aujourd'hui 7000 porteurs de projets prêts à s'installer en agriculture, qui grandit à peu près de 100 par semaine, donc 5000 par an. Le fait qu'on ait 90 000, je crois, followers, réseaux sociaux aujourd'hui, et que quand on diffuse une annonce de ferme qui a été au préalable travaillée chez nous, c'est-à-dire il y a eu un diagnostic sur la ferme pour positionner le bon prix, positionner le bon périmètre pour qu'elle soit reprenable dans de bonnes conditions par un jeune qui s'installe, on a en moyenne en quelques semaines 15 candidatures, ça c'est la moyenne, et on arrive à débloquer des situations qui étaient bloquées depuis des années. Donc rien qu'en faisant ce travail et cette diffusion, on débloque vraiment des situations et voilà, ça c'est vraiment chouette. Mais il n'y a pas de complexité plus que ça dans le modèle en fait finalement. Voilà. Et je pense que quand on démarre une entreprise, on a besoin de se dire que pour avoir une barrière, il faut mettre un peu de complexité peut-être, mais en fait pas forcément. Alors du coup, donc tu fais un peu le métier des chambres d'agriculture. Comment est-ce que, on peut imaginer qu'elle étant présente sur tout le territoire, accompagnant
tous les agriculteurs, formant les agriculteurs. Comment est-ce qu'elles regardent cette initiative? Est-ce qu'elles se disent mais pourquoi on n'a pas inventé? Enfin, pourquoi nos modèles ne fonctionnent pas aussi bien? Nous, on a une puissance. Alors c'est peut-être l'agilité, hein, ton entreprise qui fait ça, mais comment ça se passe aujourd'hui avec eux? Ouais, les chambres d'agriculture, une petite partie de leur activité, c'est ce qu'on appelle leur répertoire départ-installation, qui est une sorte enfin, ce qui est un service destiné aux agriculteurs qui veulent transmettre, où ils peuvent diffuser leur annonce sur le RDI. Et donc, effectivement, il y a un conseiller qui accompagne. Donc, ils font ça. Ils faisaient ça bien avant nous. Mais bon, j'utilise souvent cette analogie que sur le marché de l'emploi, tu as France Travail, ils sont là, ils existent, et ils sont nécessaires. C'est un service gratuit, ouvert à tous, et ça fluidifie le marché. Mais tu as aussi LinkedIn, tu as aussi les assos de réinsertion, tu as aussi des cabinets de chasse de tête, en fait. Et sur un marché qui est vaste, avec une diversité et une complexité, tu peux difficilement avoir un seul acteur qui répond à tous les enjeux et à tous les usages. Donc, nous, on apporte une vision, eux apportent une version service public, pas cher, enfin, selon les régions, mais enfin, je veux dire, un truc, c'est autour de 700 € de mettre sa ferme au RDI, et il y a plein de cas où ça marche. Mais passer par Eloi, ça coûte beaucoup plus cher. Nous, notre ticket minimum, c'est 18 000 €. Donc, on n'est pas dans le même ordre de grandeur. Par contre, évidemment, derrière ce service premium, mais parce qu'il est payé, on va beaucoup plus loin dans la diffusion, dans la communication, dans la qualité de certaines choses, ce qui est normal. Donc, tu as besoin de plusieurs offres. Et je pense pas que... Enfin, voilà. Donc, on est accueillis de manière variable, pour répondre à ta question, par les chambres. Mais au fur et à mesure que, en fait, on avance, les synergies, quand même, commencent à se faire et à se créer. Et on a là il y a France Service Agriculture qui a été promu par la dernière loi de finances, loi d'orientation, qui est la création d'un service d'accueil des cédants et des repreneurs qui soit coordonné par les chambres d'agriculture, mais qui fédère l'ensemble des acteurs. Et donc nous, on va se mettre dans France Service Agriculture pour apporter notre pierre à l'édifice à l'ensemble de l'écosystème. Et on voit ça comme une opportunité de se dire, le savoir-faire qu'on a développé, que tout le monde nous reconnaît, parce qu'on est pas mal devant quand même sur la com, réseaux sociaux, la communauté digitale, la fluidité du parcours. Et c'est des trucs qu'on peut mettre maintenant à disposition via FSA, France Service Agriculture, de l'ensemble des gens. Donc voilà, on cherche, nous, depuis le début, à travailler avec tout le monde, mais voilà, pas forcément évident. Moi, je m'interrogeais sur le profil des repreneurs. Est-ce que c'est plus fils d'agriculteurs, ou est-ce que vous sentez vraiment une montée des personnes qui veulent retrouver du sens dans leur vie et du coup qui partent un peu comme vous d'un domaine vraiment différent? Et autre question, est-ce que vous les aidez à déterminer les formes juridiques de reprise? Parce qu'ils débarquent en voulant faire de l'agriculteur et en fait ils savent pas la compta, ils savent pas la gestion. On les aide pas. On essaie depuis le départ de pas trop marcher sur les plates-bandes de tout un écosystème qui existe. Donc en fait, quand on veut s'installer en agriculture, il y a un parcours imposé. Et il y a aussi un certain nombre d'associations qui existent pour accueillir, pour former, pour entourer l'agriculteur. Donc c'est vrai qu'il y en a qui ne connaissent rien au début, mais il y a déjà des structures qui existent pour pouvoir les accompagner et tout. Donc on ne voulait pas marcher sur les plates-bandes de cet écosystème qui existe. Donc on va plutôt faire la mise en lien avec cet écosystème, un peu dans la lignée de ce que je disais, s'assurer que les gens sont bien accompagnés par les bonnes personnes, plutôt que de le faire nous-mêmes. Donc ça, c'est pour ta deuxième question. Du coup, j'ai oublié la première. Ah, le profil. Oui, il y a eu, post-Covid, une montée en puissance des reconversions professionnelles ou des tentatives. C'est vrai. Nous, le profil des gens qui vont au bout des projets, c'est quand même majoritairement, ce sont des gens qui ont un diplôme agricole, premier diplôme agricole, qui ont bossé dans le monde de l'agriculture, souvent en tant que salariés, etc., avant de décider de s'installer. Donc ça, c'est le premier profil. Je
Je pense que le deuxième profil, c'est les fils d'agriculteurs qui ne peuvent pas s'installer ou qui ne veulent pas s'installer sur la ferme familiale pour X raisons. Soit les parents ne sont pas encore partis, c'est trop tôt, soit ils veulent s'installer avec leur femme, il n'y a pas la place pour les deux, soit ils veulent surtout pas s'installer sur la ferme familiale parce qu'ils veulent faire autrement et que ça serait horrible avec le père qui leur met la pression. Donc tu as plein de raisons qui font qu'il y a des jeunes fils d'agriculteurs qui ne s'installent pas sur la ferme familiale. Et finalement, le profil reconversion, changement de vie professionnelle, c'est le troisième, c'est pas le premier. Donc ça existe, il y en a qui réussissent très bien, mais c'est un peu en perte de vitesse. Voilà, et je citais le maraîchage tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une tendance et donc, qui m'a fait plonger, donc il y a des trucs positifs, mais vers la petite ferme de maraîchage, etc., qui a attiré beaucoup de monde, et notamment des néo-ruraux, comme on les appelle, donc, qui ne sont pas issus du monde agricole, qui voulaient s'installer sur ces petites fermes de maraîchage. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même une vague, il y a une petite hécatombe là, de gens qui ont tenté l'aventure, qui se sont plantés, et donc il y a beaucoup moins de candidats aujourd'hui. Je pense que le truc est devenu quand même assez connu. Et c'est dur aujourd'hui de trouver des repreneurs pour des fermes de maraîchage, même des fermes qui marchent. Il y a un truc un peu dans ce profil de néo-rural, un truc qui est pas très sain à mon sens. Souvent, c'est qu'ils veulent partir de zéro et créer leur truc, et c'est ça qui les fait vibrer. Mais si tu leur proposes de s'installer sur une ferme qui tourne déjà, ça les fait tout de suite vachement moins rêver. Voilà. Et on peut s'interroger sur la question de, mais en fait, si le métier d'agriculteur, c'est de cultiver des légumes et que ça te botte, bah, reprends une ferme qui tourne, il y en a plein, et puis il y en a qui voudraient vendre. Et en fait, souvent, ça les intéresse pas. Donc, voilà, je fais un peu des généralités, mais je pointe quand même un truc qui est assez vrai en ce moment. J'invite les néo-ruraux qui s'intéressent à l'agriculture à reprendre des fermes qui existent plutôt que de vouloir forcément repartir de zéro à partir de rien. En fait, c'est très dur. Et si c'est à la fin pour qu'il n'y ait personne pour reprendre leur ferme en plus, voilà. C'est quoi les tailles de ferme que vous travaillez dessus? La ferme française, c'est autour de 70 hectares, 75. On est dans la moyenne. C'est-à-dire que, en fait, les premières fermes qui nous ont été confiées, c'est beaucoup des fermes d'élevage, parce qu'en fait, l'élevage a beaucoup de difficultés à être pris. Donc, la ferme d'élevage moyenne, c'est ça. Voilà. Donc, on est dans cette moyenne-là. Au tout début, on était sur des fermes un peu plus petites, et puis on est revenu dans la moyenne. Et du coup, le profil des vendeurs, c'est lequel? C'est plus des gens qui ont comme c'est un métier exigeant, qui arrêtent, ou ils ont fait leur temps, du coup ils passent la main? C'est très souvent des agriculteurs qui ont l'âge de la retraite et qui partent à la retraite. Voilà. Et au départ, on a eu beaucoup d'agriculteurs bio qui nous faisaient confiance pour préserver en bio, etc. Aujourd'hui, on a tout type d'agriculteurs, conventionnels ou bio, voilà. Et on a de plus en plus de productions différentes. Donc là, on a fait rentrer notre première ferme ostréicole. Donc on est très content. D'ailleurs, on a déjà trouvé des potentiels repreneurs, donc on est content. On a fait rentrer des truffières, où aussi là, on a plein de candidats. Donc parfois, il y a des productions comme ça qu'on fait rentrer qui marchent. On a commencé à essayer de travailler dans le vin aussi, mais c'est vraiment chaud en ce moment. Surtout avec les annonces de Trump, là. Ça n'aide pas, mais c'était déjà compliqué avant. Et là, on ne peut pas non plus faire des miracles, mais voilà. Est-ce que les exploitations sont reprises en totalité, ou est-ce qu'elles sont découpées avec d'un côté les bâtiments, l'élevage et puis les terres? Est-ce que l'objectif c'est de valoriser en fait la cession pour le cédant, ou est-ce que malgré tout on rend les choses un peu plus sexy, mais à la fin le repreneur il prend l'ensemble? Ouais, le repreneur prend l'ensemble. On découpe maintenant très très peu, enfin nous on le fait pas. Le seul cas en fait où tu peux réfléchir au périmètre, c'est pour te dire est-ce que finalement il faut ou pas mettre la maison dans le périmètre, est-ce qu'il faut ou pas mettre les terres dans le périmètre ou les mettre en location, ou trouver une foncière qui va les acheter pour les mettre en location, pour réduire l'enveloppe globale du projet de transmission qui peut être trop élevé pour un jeune qui peut faire peur ou qui peut ne pas avoir l'apport nécessaire. Donc tu vas pouvoir avoir des réflexions de découpage, mais il reprendra toujours le tout. C'est juste qu'il y aura une partie en location et une partie à la vente. Voilà. Mais là, l'idée pour nous, c'est de préserver en fait et de trouver des repreneurs pour les fermes aujourd'hui telles qu'elles sont.
Si vraiment elles sont pas reprenables parce que vraiment il y a un problème structurel, etc., ça peut arriver. Généralement, nous, on travaille pas dessus. Alors, on sait qu'elles peuvent pas être reprises. Donc, comme nous, notre job, c'est d'installer des jeunes. Bon. Mais c'est assez rare quand même, hein, sur toutes les fermes qu'on voit passer. Et l'âge moyen d'un repreneur, l'âge moyen Chez nous, ils ont entre 30 et 35 ans. Ils sont pas tout jeunes. Je te disais, souvent, notre profil numéro 1, c'est des gens qui ont déjà une expérience, un petit bagage, un petit apport. Voilà. Il faudrait qu'on refasse cette stade, parce que je sais qu'on avait fait cette petite étude il y a quelque temps, mais oui, on est plutôt autour de la trentaine que de la vingtaine. Est-ce que vous avez des nouveaux projets en plus de aider les fermes à trouver acquéreurs? Est-ce que vous avez des nouvelles idées à mettre en place ou est-ce que vous restez sur ce projet de base et vous ne bougerez pas forcément? Alors chez Eloi, on a plein de projets, mais ce qui reste sur ce cœur de métier. C'est-à-dire qu'on a l'idée de... et on fait déjà d'ailleurs... on apporte ce service de renouvellement des générations agricoles à des collectivités territoriales, par exemple. On apporte ce service à des coopératives ou à des structures qui ont besoin de renouveler leurs adhérents. On a diversifié vers la recherche d'associés, c'est-à-dire que tu as des structures en GAEC où tu as plusieurs associés et il y en a un qui part à la retraite, il faut remplacer, trouver un repreneur qui va reprendre les parts sociales de la personne qui part et le remplacer. Donc ça, c'est un truc qu'on fait aussi. Donc on se diversifie, mais toujours autour de ce même sujet qui est déjà super vaste. Et donc pour passer déjà de 100 à 1000, on a encore un peu de boulot, donc il faut qu'on reste un peu focus. Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez Grand Format. Aujourd'hui, une conférence enregistrée le 7 avril 2025. Maxime Pollack est informaticien et entrepreneur. Il a fondé Eloi, une entreprise qui facilite la transmission des fermes à une nouvelle génération d'agriculteurs en agroécologie. Ça, c'était Eloi. L'autre truc que je fais, il y a deux choses. En fait, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, où donc je préside une commission qui s'appelle Conversion écologique. Et l'ambition, donc je ne sais pas qui connaît les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bon, c'est si vous êtes entrepreneur ou dirigeant. Ensuite, si vous ne l'êtes pas, il y a le MCC, Mouvement chrétien des cadres aussi. Et puis il y a d'autres trucs pour les indépendants. Enfin, il y a des mouvements comme ça où en fait on se réunit en équipe de 8 à 12 en moyenne. Et puis on discute entre entrepreneurs et dirigeants avec un conseiller spirituel qui est un prêtre ou un pasteur, parce que c'est un mouvement œcuménique. Voilà, on va parler de l'alignement entre notre foi et notre vie professionnelle. En gros, on va décliner la pensée sociale chrétienne dans l'entreprise. On va prendre des thèmes de réflexion qu'on va discuter pendant une réunion. Donc, moi, c'est au déjeuner, mais la plupart du temps, c'est au dîner. Et donc, il y a quelques temps, le mouvement s'est dit, le président du mouvement s'est dit qu'il fallait qu'on parle un peu plus d'écologie, puisque le mouvement ne le faisait pas du tout. Donc, ils m'ont appelé pour lancer cette commission. Et donc, les commissions au sein du mouvement, c'est des... Tu prends un bénévole, tu lui dis t'es président, et puis ensuite, démerde-toi, et puis voilà. Donc ça, c'est... mais avec quand même une aide, évidemment, dans la structure du mouvement qui permet ensuite de communiquer, qui permet de faire des choses. Mais c'était un peu carte blanche dans l'idée de dire faut qu'on emmène les 3700, donc on est 3700 entrepreneurs et dirigeants, donc on peut quand même avoir de l'impact, quoi, ça fait beaucoup d'entreprises, vers la transition de leur modèle d'affaires. Et donc ça passe par leur prise de conscience personnelle, leur envie d'agir, et puis ensuite de les guider ou de leur donner des pistes d'action pour leur entreprise. Donc ça, c'était un cadeau du ciel, parce que on se sent souvent un peu démuni face à la crise environnementale, et le fait d'avoir un levier d'action vers 3700 entrepreneurs et dirigeants, là j'étais comme un fou.
Donc j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait avec une équipe de 10 personnes bénévoles avec moi, donc, qui se sont constituées. Et on a regardé les différentes formules qui étaient proposées. Et nous, on avait un impératif pour embarquer les gens, c'est qu'il fallait que ce soit chrétien, évidemment, et puis il fallait que ce soit entrepreneur et dirigeant, donc que ce soit tourné vers l'entreprise. Donc autant il y a un certain nombre de contenus, de formats, de choses qui existent tournés vers l'entreprise, autant il y a un certain nombre de trucs qui existent vers les chrétiens, mais les deux ensemble, pas trop. Donc il fallait créer notre propre format pour que ce soit adapté et ensuite le proposer aux équipes. Donc ça a été une aventure, intéressante parce que on a sorti là maintenant il y a quelques mois un itinéraire vidéo. Donc je ne sais pas s'il y en a qui ont vu The Week, ça vous parle ou pas? Personne? Il y en a qui s'intéressent à l'écologie ou pas parmi vous? Ouais. Bon, en fait, non, mais ce qui est intéressant, The Week, c'est un format vidéo. C'est-à-dire que c'est 3 épisodes vidéo. Il n'y a rien à préparer, vous pouvez le faire avec des amis. Moi, j'ai réussi à faire ça avec des amis, je ne vais pas dire complètement climato-sceptiques, mais enfin qui s'en foutaient totalement, quoi. Et ça a été un moment incroyable. Donc je vous conseille de regarder The Week comme la semaine. On est censé faire ça sur une semaine, regarder, réunir ses amis, 3 épisodes. Au début, on a dit que c'était 2 soirées, parce que puis à la fin, on leur a dit, bon, en fait, il y a une 3e. On n'aura pas dit que ça parlait d'écologie non plus. Bon, chacun sa stratégie, mais ça s'est bien passé. Et en fait, ce qui est vachement bien, c'est que c'est des épisodes où il n'y a rien à préparer. Donc en fait, on vient comme ça, on regarde l'épisode, et puis les temps d'échange et les temps de questions sont intégrés dans l'épisode. Donc il y a juste à suivre la vidéo. Et donc voilà. Donc petite pub pour eux, parce qu'en fait, The Week nous a autorisé à s'inspirer de leur modèle et puis à quasiment reprendre l'épisode 1. L'épisode 1, c'est le constat de la crise. Donc vous avez en 45 minutes, en gros, alors The Week c'est 1 heure, nous c'est 45 minutes, on a raccourci parce que nos temps d'équipe sont courts. Donc The Week c'est 1 heure, mais tu as le constat sur la crise climatique, pollution et biodiversité, en gros 1 heure. Et comme il y a des images, de la musique et tout, c'est chaud, quoi. Parce que en fait, c'est pour moi plus déplaçant qu'une fresque du climat sous l'angle où c'est plus sensoriel, quoi, un film. Donc, on a repris cet épisode-là, et puis ensuite, dans The Week, l'épisode 2, c'est la courbe en U, là. On prend conscience du problème, ensuite on se dit, mais d'où vient le problème? Et puis ensuite on se dit, comment on passe à l'action? C'est le truc qu'on est censé faire en 1 semaine avec The Week. Mais dans le constat de The Week de l'épisode 2, il y a un truc qui était pour nous insuffisant, qui était de dire pourquoi est-ce que finalement on en est arrivé là? Parce que l'homme veut toujours plus. Donc il passe un quart d'heure à nous expliquer pourquoi l'homme veut toujours plus, et que c'est ça le problème, et que bon, il faut arrêter d'en vouloir toujours plus. Mais fondamentalement, ça nous paraissait un peu court. Donc là, on s'est branché avec un prêtre qui s'appelle le père Étienne Grenet. Peut-être que vous connaissez le parcours Le Christ Vert. Si vous ne le connaissez pas, c'est un très bon parcours d'église. Mais c'est un parcours qui n'est pas destiné aux entrepreneurs et dirigeants, qui est destiné à tout le monde. D'ailleurs, il y a plein de jeunes qui le font. Et le parcours Christ Vert s'attachait déjà à aller repérer, en fait, les racines spirituelles de la crise. Et donc, moi, c'est un truc avec le groupe qui nous a passionnés, de se dire comment on va amener ça aux entrepreneurs et dirigeants, de comprendre qu'en fait, les désordres du monde sont le reflet de nos désordres intérieurs. C'est-à-dire que, oui, si le monde va mal, on dit toujours le monde est de plus en plus individualiste, on dit qu'on surconsomme et on ne comprend pas pourquoi, on dit qu'on en veut toujours plus, mais on ne comprend pas pourquoi. En fait, c'est lié à des blessures profondes de l'âme, c'est lié à des problèmes spirituels, ou à une insuffisance ou à une absence spirituelle, qui font qu'on cherche une forme de compensation à travers des mécanismes de surconsommation d'écrans, de services, de biens. Une réassurance, mais qui ne nous satisfait jamais. Voilà. Et donc, c'est super intéressant de... En fait, ça paraît un peu évident quand on se le formule, que oui, le comportement des hommes sur l'autre, sur la création,
il est lié à son intériorité, à sa spiritualité. D'ailleurs, si on regarde les grands spirituels, les grands saints, voilà, on voit bien qu'ils rayonnent vers les autres, vers le monde, vers la création. Donc, voilà, on peut avoir une réponse à cette crise qui soit orientée vers l'action en se disant qu'est-ce que je vais faire pour réduire le CO2 et tout, mais c'est encore beaucoup plus intéressant de se dire ok, la racine elle est spirituelle et donc il faut un renouveau spirituel pour pouvoir y répondre profondément. Alors ce renouveau spirituel, en plus c'est un renouveau spirituel qui est super enthousiasmant parce qu'en fait il consiste à se dire que le problème c'est que notre âme a des besoins fondamentaux. Notre âme, notre spiritualité a des besoins fondamentaux et que si ces besoins fondamentaux ne sont pas assouvis, alors naît cette inquiétude spirituelle. Et ces besoins fondamentaux, par contre, s'ils sont assouvis, il naît un bien-être spirituel et il naît une forme de sobriété spirituelle heureuse. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde appelle de ce vœu dans les milieux écolos une sobriété, sauf qu'en fait, on n'a pas le ressort. On ne peut pas expliquer, c'est juste, c'est pour être gentil, c'est malin, mais bon, on retombe dans nos travers, parce qu'en fait, s'il n'y a pas un fondement spirituel profond qui nous enracine, on risque un peu de perdre route. Donc, je vais vous citer 4 besoins fondamentaux de l'âme, puis on pourrait être amené à se questionner derrière, vous pourrez être amené à vous questionner là-dessus, mais c'est juste, on aurait pu en citer d'autres, mais voilà, il y a 4 besoins fondamentaux. L'âme a un besoin de sens. Je pense que dans vos... vous êtes connus comme une génération qui va chercher du sens au boulot. Bon, c'est pas tout à fait vrai pour tout le monde. Je pense que vous avez des potes qui s'en foutent aussi, mais c'est quand même une tendance. Donc, l'âme a besoin de sens, on a besoin de sens. Et l'absence de sens crée un vide spirituel et une inquiétude. C'est vrai aussi, d'ailleurs, si on rapporte ça au sens de notre origine et au sens de notre finitude mortelle. Si j'ai pas de sens à ma finitude mortelle, alors on décuple l'angoisse de la mort. Et si on décuple l'angoisse de la mort, il y a des mécanismes d'accumulation qui nous donnent une illusion de contrôle. Comme moi, vous savez, avant, je vous avais dit, bon, ça c'était le contrôler sa vie, mais contrôler sa mort, avoir le sentiment de se dire qu'on va pouvoir finalement contrôler ça, c'est un mécanisme lié à une inquiétude spirituelle face à la mort. Et c'est pas un hasard si les plus grandes capitalisations boursières partagent de manière assez ouverte qu'ils cherchent la clé de l'immortalité. Que c'est quand on a un milliardaire qui devient très très riche, là, un de ses fantasmes, c'est ça, quoi. C'est souvent le cas. Et ils font des vraies recherches là-dessus. Parce qu'il y a cette angoisse, et c'est bien souligné dans la Bible, hein, avec la parabole là, du cultivateur, en plus c'est dans l'agriculture, donc c'est qui se dit, moi j'ai une bonne récolte, je vais créer un deuxième grenier, comme ça j'aurai encore plus de grains, et là je serai en sécurité. Et en fait, la parabole finit par, mais tu es fou, demain on te redemande ta vie. Donc il a raté sa cible, il a essayé de répondre à cette angoisse, mais en fait, en réalité, évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc cette angoisse de la finitude, cette absence de sens aussi de notre origine, si je comprends que je suis une création parmi les autres créatures, avec une place à part, hein, bien sûr, notamment de protéger, de cultiver le jardin, la création que Dieu nous a confiée. Si je comprends ça, je regarde différemment la création. Je ne peux pas voir la planète comme une simple ressource. Donc, je suis créature parmi les créatures. On m'a chargé de protéger et de cultiver ce jardin. Donc, je vois la terre et la nature différemment. Et je suis forcément amené à vouloir la protéger. Besoin de sens, premier besoin fondamental de l'âme. Et si je n'ai pas ce sens, alors j'ai ces déviances qui m'amène à vouloir accumuler, à ne pas protéger la création, à le voir comme une simple ressource, etc. C'est des exemples. Besoin de communion. Voilà, je serai moins long, mais l'homme et notre âme a besoin de communion avec les autres. Les plus belles expériences de notre vie sont des expériences évidemment relationnelles. On va pas, voilà, ça paraît évident. Mais aujourd'hui, on manque de communion dramatiquement dans les sociétés contemporaines.
On voit bien cette soif de communion à chaque fois qu'il y a un grand événement sportif. Les JO, c'était une communion incroyable, tout le monde était en communion, mais enfin bon, ça retombe comme un soufflet le lendemain où tout le monde retombe dans son individualisme forcené. Et voilà. Donc, non, on est des êtres qui avons besoin de communion. Évidemment, si je vis en communion avec les autres, alors je suis amené aussi à prendre soin des autres, à vivre cette relation. Et la communion ne passe pas par la consommation ou la destruction de la nature. Enfin, je veux dire, on peut vivre en communion à côté de chez soi. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. La communion, c'est quelque chose de profond et de sobre. Troisième besoin fondamental, c'est le besoin de contemplation. Voilà. L'âme, nous avons besoin de beau. Nous avons besoin de contempler la nature. Et peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais on a besoin. On voit bien quand on expérimente une petite balade en forêt, on a besoin de ça en fait. Et évidemment, ça fait beaucoup plus de bien de faire une balade en forêt que de regarder une forêt sur un écran. Ça peut paraître évident, mais bon, on a plutôt tendance aujourd'hui à la regarder sur un écran ou à regarder des belles images sur un écran faites en IA. Et en fait, ça n'apporte pas évidemment la même satisfaction profonde à notre âme. Et ce besoin profond de contemplation est aussi un besoin qui peut, à travers cette contemplation, nous reconnecter à la nature, puisque contempler la nature, c'est aussi apprendre à l'aimer et à vouloir la protéger. Si on est en ville comme moi, déconnecté de la nature, on a un peu du mal à voir la nature être abîmée, les oiseaux disparaître. Quand on me dit qu'on a perdu 50% ou 70% des oiseaux dans telle ou telle région, moi je ne l'ai pas entendu parce que j'y connais rien au chant des oiseaux et puis que j'étais pas là pour l'écouter. Mais il y a des gens du coin qui, eux, le savent et se le représentent de manière beaucoup plus concrète. Donc une des raisons pour laquelle on a du mal parfois aussi à prendre conscience, c'est parce qu'il y a cette blessure de notre âme qu'on est déconnecté à la création en fait. Et donc si on est déconnecté, on ne peut pas l'aimer, on ne peut pas la protéger, on ne peut pas avoir conscience de ça. Et c'est surtout, tourner positivement, un besoin fondamental qui nous fait vraiment du bien. Voilà, donc ça c'est le troisième besoin, le sens, la communion, la contemplation. Et le dernier besoin fondamental, c'est le besoin de don. Et le besoin de don, parce que en fait, on est des êtres de don, comme le Christ qui est venu pour se donner. On est profondément des êtres de don. Et donc, si je me donne à l'autre, ce qui est le sens du véritable amour, au passage, je fais vraiment du bien à mon âme. Et là, en fait, c'est l'expérience aussi personnelle que j'ai vécue à travers la confrontation à la vulnérabilité et à ma fille. C'est cette expérience de se donner, en fait, et de se donner en plus sans attente en retour. Parce que, alors certes, c'est ma fille, mais Faustine, au début, elle avait vraiment du mal à communiquer et à être en interaction avec nous, à nous regarder dans les yeux, à nous sourire. Ça a été très très long. Et donc, en fait, on réalise qu'un enfant, ou toute personne dans la relation, on a un peu tendance à attendre quelque chose en retour, quoi, en fait, quand on fait quelque chose de bien pour lui. Et c'est vrai aussi avec les enfants. Enfin, la grande satisfaction, c'est de voir sourire son enfant. Et nous, on a vécu ce truc qui est un peu aride au début, de se donner, mais de ne pas avoir en retour. Alors, je ne vous dis pas que c'était une vraie souffrance, quoi, mais aussi c'était quand même aussi un vrai apprentissage et d'un amour véritable, sans attente en retour, qui nous a vraiment fait réfléchir. Voilà, je me suis même dit une fois en allant à la messe, tiens, mais en fait, on est en train de vivre ce qu'a vécu Dieu vis-à-vis de moi, parce que lui m'aimait dans le respect de ma liberté et de mes capacités, et moi je le regardais pas. J'étais pas capable d'accueillir son amour en fait. Et donc voilà, il y a quelque chose de prophétique là-dedans. Donc j'étais sur le don. Oui, Faustine, où la rencontre de la vulnérabilité nous permet de nous donner, nous permet de contempler. C'est fou ce que j'ai contemplé, Faustine. Elle est vraiment très belle, mais bon, c'est subjectif, c'est moi, ça va. Mais comme elle est fragile et vulnérable, souvent, elle fait une crise d'épilepsie, on l'a dans nos bras.
et on voit son petit visage qui endormi, mais on a vraiment le temps de l'aimer, quoi, et puis de la contempler, là où un autre enfant, il est déjà parti, il t'a fait un bisou et puis il s'est barré, quoi. Mais bon, je caricature un peu, mais en fait, voilà, on a le temps de la contempler. On vit dans une expérience de communion autour de la fragilité et une communion notamment avec les autres familles qui sont touchées par ça. C'est très beau les communautés qui se créent de parents qui sont touchés par le handicap, les relations qu'on peut avoir assez rapidement entre parents qui vivent la même chose, et cette communion et cette entraide, et puis en famille aussi évidemment. Et puis on a du sens à notre vie, un surcroît de sens de pouvoir s'occuper de cet enfant, de pouvoir le protéger, etc. Et donc j'ai compris que la rencontre avec la vulnérabilité répond aux besoins fondamentaux de mon âme. En répondant à ces besoins fondamentaux, elles entretiennent l'envie, l'ouverture d'aller vers les autres. Parce qu'en fait, la conversion, c'est quelque chose d'intégral, comme dit le pape François encore. Hein. Pardon, je suis très laudate aussi, moi. C'est-à-dire que, en fait, on ne peut pas, d'un côté, se connecter à Dieu, de l'autre, se connecter aux pauvres et aux fragiles, et enfin, dans un troisième temps, se dire je connecte à la nature. C'est pas trois choses séparées, c'est trois choses qui vont ensemble. C'est ce même mouvement de conversion, de faire du bien à notre âme vers tous ces mouvements que je vous ai cités, qui nous amènent en même temps à faire tout ça. Et tout ça s'entretient. Et si l'un de ces piliers s'effondre, tout s'effondre. Parce que si je prends pas soin de la création, je prends pas soin des plus fragiles, qui sont les premières victimes. Par exemple. Donc voilà, c'est tout ça qu'on a réalisé, qu'on a vécu, et je comprends aujourd'hui quel est mon moteur au quotidien aussi. On a cette chance que la vulnérabilité soit venue à nous, parce que moi j'y arrivais pas forcément très bien tout seul. Bien que plein de gens m'aient dit, tu verras. Alors je sais que vous êtes des jeunes très engagés, peut-être vous le faites tous, mais en tout cas s'il y en a qui le font pas, je vous recommande d'aller au contact, à la rencontre de la vulnérabilité. Vous venez d'entendre une conférence enregistrée le 7 avril 2025 par les bâtisseurs. Maxime Pollack vous a parlé de son métier et de ses engagements. Il les doit à une double conversion, l'une au catholicisme en 2012 lors de sa rencontre avec sa femme, l'autre à l'écologie en 2014 après une conférence de Jean-Marc Jancovici, défenseur bien connu du climat. Mais ce musicien amateur sera aussi prochainement sur une scène parisienne pour chanter ses propres compositions, racontant sa vie avec sa tribu familiale, son épouse Marie, les jumelles Estelle et Zélie, 7 ans, et surtout la petite dernière, Faustine, 5 ans, une enfant pas comme les autres. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur radiofidélité.fr et que vous pouvez nous donner votre avis sur la page Facebook de la radio. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très vite pour un nouveau rendez-vous sur votre radio chrétienne.